Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir la mise à jour 3.0.0 de Vue.js s'appelant One Piece. Donc dans cette mise à jour, déjà on peut se questionner par rapport au nom de cette mise à jour là qui s'appelle One Piece. Et on peut voir que dans toutes les différentes releases qu'il y a eu, eh bien c'est souvent des noms d'animés ou de manga. On a ici Kill la Kill, Jojo, Hunter x Hunter, Cowboy Bebop, bref, on a pas mal de choses. Et cette version 3, on va voir ce qu'elle contient globalement, et en tout cas on sait qu'elle s'appelle One Piece. Donc le sommaire de cette vidéo, on va d'abord parler du Phased Release. Alors en fait c'est que dans cette V3 là, qui est donc officiellement sortie le 18 septembre 2020, eh bien on va avoir une sorte de échelonnement dans l'intégration de la V3 au sein de la communauté Vue, donc on va voir ça. Ensuite, on va parler des performances, bien entendu, par rapport à la V2. Puis des breaking change par rapport aux bases de Vue.js, parce qu'il y en a bien sûr d'autres, mais je ne vais pas tous les énumérer. Et ensuite, on va parler également de deux API que je trouve les plus intéressantes, Teleport et ensuite la fameuse Composition API. Alors au niveau de cette phased release, donc en fait on va avoir une sortie étape par étape. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour avoir Vue 3 sur notre machine, eh bien on ne peut pas faire un simple npm install de Vue. On va devoir faire un npm install de Vue at next pour avoir donc la dernière version et qui va être aujourd'hui même la 3.0.0. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelque chose encore qui manque pour que vraiment on puisse faire une migration de nos applications en V2 vers nos applications en V3. Les deux choses qui manquent, enfin les deux choses principales qui manquent, il y en a d'autres, ça va être un support de IE11. Donc dans le build, on va pas avoir de IE11 en fait en support, et donc ça peut être un problème pour pas mal d'applications existantes. Et en plus de ça, dans le DevTools de Vue, eh bien, on n'aura pas encore l'intégration de VueRouter ou Vuex, qui sont deux librairies extrêmement utilisées dans les applications de Vue. Donc leur intégration, elle est vraiment nécessaire dans le DevTools pour pouvoir développer de la bonne manière et pour qu'après pouvoir migrer également de la bonne manière. Quand est-ce qu'ils ont prévu de faire en sorte que npm install Vue soit donc directement la version 3, et quand est-ce que sur le site web il y aura également la version 3 par défaut, parce qu'actuellement quand on va dans la documentation c'est toujours la version 2 qui est en par défaut et c'est voulu, eh bien ce sera fin 2020. Donc c'est pas très précis, c'est possible que ce soit repoussé, mais en tout cas actuellement ils disent que c'est fin 2020 que la documentation et la branche sur Git seront passées en V3. Au niveau des performances, donc par rapport à Vue 2, par rapport anciennement donc à la version 2 de Vue, on va avoir pas mal de choses qui se sont augmentées, enfin qui sont devenues meilleures. Notamment, la première chose, c'est la taille de notre bundle à la fin, donc la taille de notre application à la fin. Elle va être en moyenne 41% plus légère. Alors c'est surtout dû à l'algorithme de tree shaking qui permet en fait de virer les bouts de code qui ne seront jamais exécutés. Donc ça c'est un type d'algorithme qu'on retrouve de plus en plus, notamment dans Webpack ou Rollup, et maintenant ça va être implémenté directement quand on va être dans Vue 3, dans un environnement de développement spécialement fait pour Vue 3, ça va être intégré, et donc on va avoir un bundle size qui va être beaucoup plus léger. Au niveau du premier rendu, donc le rendu initial de notre site web, eh bien, il va être 50% plus rapide. Et au niveau des mises à jour dans notre site web, donc à l'instant où une variable se met à jour, quand est-ce que le DOM se met à jour, eh bien, ça va être 133% de fois plus rapide. Donc c'est vraiment une très très bonne amélioration au niveau de la rapidité. Et ça, c'est dû à une réécriture totale du système de Virtual DOM au sein de Vue 3, sachant que cette réécriture-là de Vue 3 de manière globale, elle a été faite via TypeScript, et donc ça va être beaucoup plus maintenable, mais ça veut également dire une meilleure intégration de TypeScript dans Vue 3. Donc si jamais vous utilisez activement Vue plus TypeScript, et bien Vue 3 va vraiment vous permettre encore une meilleure intégration de TypeScript. Dernière statistique, au niveau donc de la mémoire utilisée dans notre app par rapport à notre ordinateur, eh bien ça va être 55% de fois moins, donc c'est quand même beaucoup moins, tout simplement. Ce sont des très bonnes performances. Au niveau des breaking change, donc voilà, parlons de ça, parlons des breaking change les plus notables par rapport à une application de base. Ici ce serait la V2 et ici ce serait la V3. On voit d'abord la première ligne, elle change. Ici, on a New Vue.
Et ici, on a vue.createApp. J'ai simplement mis dans app parce qu'après, on en aura besoin, mais là aussi, j'aurais pu mettre dans app. Donc ici, on a vu createApp. Pourquoi? Parce que newVue n'est plus possible. Ce n'est plus possible de faire newVue. On va être obligé de faire view.createApp pour créer une app. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième, on le voit directement également à la deuxième ligne. Ici, la propriété elle, eh bien, elle ne va pas exister ici. Tout simplement parce qu'elle ne peut plus exister. Cet objet de configuration-là ne va plus prendre en compte la propriété elle, donc là où on faisait monter notre élément dans notre, par exemple, div qui a un ID de app. Comment on va faire maintenant? Eh bien, on va faire ce qui était optionnel avant et maintenant qui est obligatoire, c'est le point mount. On va faire donc un point mount en mettant notre dièse app directement dedans. Autre changement, ça va être par rapport à data. Data, avant, on pouvait faire donc un objet de base ou on pouvait également faire une méthode. Et bien maintenant, ça va être obligatoire de faire une méthode. On ne pourra plus mettre un objet, cela renverra une erreur. Dernière chose, c'est par rapport aux components. Le vue.component n'existe plus, ne marche plus pour faire des components en global. Maintenant, les components sont dédiés à des applications et donc on va devoir faire app.component pour créer notre component et ça va bien sûr être de la même manière en mettant le nom du component et ensuite le template de celui-ci où on peut mettre des choses réactives, des méthodes, tout ça. Voilà tout concernant les changements les plus notables au niveau d'une application vraiment de base. Il y a pas mal d'autres changements, je vous mets les liens dans la description pour aller voir ça plus en profondeur. La première API qu'on va parler, ça va être Teleport API. Alors, cette API-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va donner une meilleure technique à notre HTML. Disons que on est dans des nested components. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un component, dans un component, dans un component. On peut aller encore loin. C'est ça les nested components. Et on va prendre l'exemple d'un modal. C'est-à-dire qu'on va avoir notre component principal. Ok. Ensuite, on va avoir une section spéciale avec sa propre logique. Ensuite, dans cette section, on va avoir un bouton. Et quand on appuie sur ce bouton, eh bien, notre modal s'affiche. Dans cette logique-là de component, eh bien, le modal, à la fin, le HTML du modal, serait présent dans le bouton. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. C'est normal que le modal soit là au niveau du code, que le component du modal soit là au niveau du code, parce que c'est cette logique-là. C'est via le trigger du bouton qu'on va déclencher le modal. Mais au niveau de la technique, au niveau du HTML concrètement, du rendu, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. On voit bien que c'est pas vraiment les best practices. Et donc, eh bien, on va avoir une nouvelle balise qui va s'appeler Teleport. Et avec cette balise-là, on va simplement englober notre modal et également notre layout et on va dire où est-ce qu'on veut qu'elle s'affiche quand ça s'affiche. Eh bien, ici, on va mettre par exemple body et donc tout ce qui va être à l'intérieur ici, eh bien, ça va devenir un enfant de body. Et donc, on va avoir l'intégration de notre component dans notre bouton, dans notre section, dans notre truc principal, mais dans les faits, quand on va cliquer sur notre bouton, eh bien, le HTML ne sera pas rendu à cet endroit-là, il sera rendu directement en enfant de body. Et il peut même être rendu donc à l'extérieur de notre application. En fait, si jamais on avait créé notre application donc dans le dièse app et que dièse app se trouve donc dans le body, eh bien on peut faire un enfant de body sans être donc justement dans notre application. Donc ça, je trouve ça très très intéressant cette Teleport API. Et si jamais vous êtes sur React, c'est l'équivalent de Portal, si je ne me trompe pas. Maintenant parlons donc de la fameuse Composition API. Cette API-là, en fait, c'est une autre manière donc de gérer notre application comme je l'ai écrit. Elle s'oppose à l'Option API parce qu'en fait, on va avoir soit l'utilisation de l'Option API, soit de Composition API. Et qu'est-ce que c'était l'Option API? Eh bien, en fait, c'était le fait de mettre dans notre objet de configuration principal des propriétés comme data, méthode, computed and watch. Maintenant, donc, si jamais on veut utiliser le Composition API, eh bien, on ne va pas utiliser ces différentes propriétés, on va utiliser seulement la propriété setup avec différents imports. Voyons un exemple concret dans lequel ici j'ai oublié from view. Donc après cet import là, normalement il faut mettre from view entre guillemets, donc simplement VUE. Ici on a donc la version 2 de vue et ici on a la version 3. On voit qu'elle est beaucoup plus grosse, mais c'est simplement parce que ici j'ai vraiment fait très court en mettant ça. Donc, comment ça va vraiment se passer? On voit qu'ici, donc, on a L, ici, on va avoir l'équivalent en point .mount, on va avoir data, computed, watch, méthode, et ici, on va avoir seulement setup. Comment ça va se passer? Au niveau donc de data,
On sait que dans nos data, ce sont des variables qui vont être réactives. C'est-à-dire qu'à l'instant où on va modifier ces données-là, il va se passer des choses. Notamment si cette variable-là est présente dans computed, et bien la fonction dans laquelle cette variable-là est présente va s'exécuter. On sait qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Ce sont des variables réactives. Pour faire en sorte que cette réactivité soit toujours présente, eh bien on va importer ref from view, et on va ensuite créer notre variable en l'englobant donc dans cette méthode. Donc on va faire par exemple myArray qui vaut donc ref de un array quelconque. Ensuite, si on veut créer donc une fonction qui est computed, eh bien on va devoir également import computed from donc view, et on va devoir créer notre fonction en étant englobé donc dans ce computed là. Et là on a une fonction qui est donc computed et qui s'exécutera à l'instant où une des variables réactives, si elle est présente dans le code, change. Pour du watch, eh bien, comme un fonctionnement normal de watch, on indique donc une variable à changer, une variable à regarder, et dès qu'elle change, eh bien, on exécute cette fonction-là. Ensuite, eh bien, pour des méthodes toutes simples, eh bien, on va simplement faire une création de méthode normale dans notre code ici, et on aura donc une méthode de créer. Et maintenant, comment faire pour dire « Ok, je veux avoir ça de disponible dans mon template, je veux pouvoir afficher par exemple myArray quelque part », eh bien je vais envoyer myArray. Donc ce return là, en fait, de setup, eh bien ça va dire tout ce qui va être disponible dans mon template, dans mon HTML, entre doubles accolades, vous savez. Et donc ici, myArray sera disponible, et on aura également update something de disponible, puisque en fait j'ai renommé le example ici. Donc voilà tout. Je vais pas aller plus loin, je vais pas expliquer donc toutes ces choses-là, c'est du Vue.js, mais tout simplement, c'est une autre manière de gérer notre code. Et cette manière-là, pourquoi elle existe? Elle existe parce que quand on est dans des applications Vue.js qui sont à beaucoup plus grande échelle, eh bien, on arrive à certaines limitations par rapport à cette structure de données-là. Et donc, Composition API va permettre de ne plus être limité et d'avoir des applications Vue.js qui peuvent vraiment être à grande échelle. Moi personnellement, je n'ai jamais fait ce type d'application à grande échelle, donc c'est encore assez flou au niveau donc, de l'utilisation de celle-ci, mais je peux comprendre que c'est très utile pour certaines applications, parce que c'est vrai que c'est un peu plus naturel que de tout mettre dans des objets, tout simplement. Voilà tout concernant Composition API, et voilà tout concernant donc ce résumé vraiment concis de Vue 3. Je vous mets bien sûr des liens en description, donc ça c'est la note de la release officielle, et ça donc c'est le nouveau site web avec la documentation de la version 3. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé donc de toutes ces nouvelles fonctionnalités par rapport à Vue 3, je serais curieux de savoir votre avis. Et si jamais vous voulez continuer à regarder des vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, également à aller sur le Twitter, je mets quelques actualités en rapport avec le JavaScript sur le compte Twitter, donc n'hésitez pas à y aller également. Et puis écoutez, on se revoit dans une prochaine vidéo sur DevTheory.